The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. La langue de cette vidéo a été traduite à l'aide d'une traduction par IA via HeyGen. Bien que nous nous efforcions d'être précis, la traduction peut ne pas être entièrement exacte ou refléter l'intention et la signification originale dans tous les cas. Nous apprécions votre compréhension alors que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à une traduction assistée par IA. Bonjour, dans la vidéo sur l'utilisation de la ligne de commande d'ADMAP Predictor, Michael Lawless, scientifique principal chez Simulation Plus. Je vais vous expliquer comment utiliser ADMAP Predictor par ligne de commande. Commençons. Cette diapositive aborde certains aspects généraux de la ligne de commande AP. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 1.15. Ligne de commande à la page 101 du manuel utilisateur d'Admin Predictor 12. La ligne de commande est prise en charge sur les systèmes d'exploitation Windows et Linux. Vous pouvez l'utiliser dans des scripts Batch ainsi que dans des scripts Shell et Python. Les exécutables Windows peuvent être lancés dans le sous-système Windows pour Linux et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai créé un alias pour AP12 pointant vers l'exécutable. Il s'agit donc de Programme Files Simulation Plus ADMAPredictor 12 ADMAPredictor.exe. Donc, si vous n'utilisiez pas d'alias, vous devriez saisir toute cette chaîne pour lancer la ligne de commande. Et ensuite, si je tape simplement AP12 dans la ligne de commande, cela va lancer l'interface graphique. Cela lancerait donc simplement l'interface graphique, une interface vierge. Et si j'exécute la même commande, mais en lui fournissant un fichier Smiles, ici, cela va lancer le programme, puis ouvrir le fichier. Donc, ce serait équivalent à fichier ouvrir. Vous serez alors invité à saisir la chaîne Smiles, puis, si vous le souhaitez, à importer d'autres données avec elle. Et enfin, si j'ai un fichier XTK, il va simplement s'ouvrir dans Admin Predictor lui-même. Il s'agirait donc d'un fichier XTK sauvegardé. Ensuite, si vous souhaitez voir toutes les options, vous pouvez utiliser l'option H, ce qui affichera la liste des options disponibles en ligne de commande. Je vais passer en revue ces options, certaines plus en détail que d'autres, au cours de cette vidéo. Si vous souhaitez exécuter une commande en ligne de commande, l'option T est obligatoire et elle indique le type de fichier d'entrée. Dans ce cas, j'utilise le fichier Smiles. L'option est donc sans TSMI. Et vous pouvez constater que si je n'avais pas inclus cela, cela se retrouverait dans ce fichier. Je vais donc appuyer sur Entrée et vous pouvez constater qu'il charge tous les fichiers du modèle, analyse le fichier d'entrée, puis traite les commandes. Le fichier de sortie est alors ce démo 2D. Il s'agit d'un fichier texte délimité par des tabulations que nous pourrions importer dans Excel. Donc, j'ai créé un alias pour Excel sous le nom de Microsoft Word Excel. Et lorsque j'exécute cette commande en lui donnant un argument de fichier de commande, il ouvre simplement le fichier. Donc, voici le fichier .dat, fichier. Les premières colonnes correspondent à ce qui se trouvait dans le fichier original. Fichier Smiles. Vous avez donc ces champs. Ensuite, il commence avec toutes les propriétés générées par Admet Predictor. Vous verrez donc, selon les modules que vous avez sous licence. PCB, métabolisme, transporteur, toxicité. Et puis à la fin, ici, vous verrez toutes les valeurs descripteurs dans ce fichier DEAT. Le fichier admetpredictor_errors.log est également généré dans ce répertoire. Nous pouvons donc y jeter un coup d'œil rapide.
Il exécute la ligne de commande, puis indique qu'il n'y a pas d'erreur lors de l'exécution du fichier. Une autre option est l'option "-n" majuscule. Je vais donc le faire ici en tant que set. C'est donc le nombre de threads à utiliser lors du traitement du fichier. C'est un petit fichier, donc il ne semble pas y avoir de gain de vitesse important, mais en gros, il utilise 7 processeurs. Et puis, lorsqu'un processeur a fini de calculer les propriétés pour une molécule, il passe à la suivante. Il les enchaîne simplement. Et puis, bien sûr, le saut. En général, j'utilise un de moins que le nombre total de processeurs logiques lorsque j'exécute les commandes. D'accord, l'option suivante est l'option U, qui spécifie le fichier de sortie. Le format par défaut est un DAT, fichier que je viens de vous montrer. Le texte serait alors identique à un fichier .dat, fichier, sauf qu'il aurait simplement l'extension .txt, extension. Les options sont les formats .sdf et .rdf. Je vais vous montrer le format .sdf. L'option ici est donc TSMI USDF. Et lorsque j'exécute cette commande, le fichier de sortie sera un fichier SDF, comme mentionné, et il s'appellera demo2d. Il aura donc le nom de base du fichier smiles d'entrée, puis _2d.sdf. Et les propriétés seront sous la forme du nom de l'attribut, des propriétés prédites comme le pKa, etc., etc. Et elles auront un astérisque devant elles. L'option suivante est l'option "-m" qui spécifie le module. Ici, vous pouvez donc limiter la sortie à l'un des modules, par exemple les propriétés physico-chimiques et biopharmaceutiques, le métabolisme, la toxicité, les transporteurs ou les nouveaux modèles d'ILESIM. Vous pouvez également spécifier si vous souhaitez effectuer un calcul de pourcentage FA, pourcentage FB, en utilisant le module de simulation HTPK ou une dose simulée. Optimisez la dose. Vous pouvez également obtenir uniquement les modèles utilisateurs ou les descripteurs seuls. Donc c'est assez explicite et ceux-ci peuvent être séparés par des virgules. Vous pouvez donc faire PCB, virgule, mat pour obtenir ces deux-là ensemble. Je vais passer le "-g". Je ne pense pas que ce soit autant utilisé. "-p" spécifie le pH pour les prédictions. Si vous voulez votre solubilité à pH 2, il vous suffit de spécifier "-p2,0", puis vous regardez le S plus S. _pH qui est le modèle de solubilité à un pH spécifié. L'option suivante est l'option "-i", et elle spécifie que vous calculez les descripteurs d'ionisation à un pH spécifique. Il faut faire attention avec celle-ci, parce que si quoi? Ces descripteurs d'ionisation sont des choses comme F-cation, et si F-cation est utilisé dans un modèle comme descripteur dans un autre modèle, c'est généralement à un pH de 7,4. Donc si le modèle contient ce descripteur, et que vous lui demandez également de calculer les descripteurs d'ionisation à ce pH, alors ce modèle va utiliser ce nouveau pH. Donc, qu'est-ce que je recommande généralement? Si vous voulez simplement obtenir les descripteurs d'ionisation, utilisez cette option "-m" et spécifiez simplement les descripteurs. Ne calculez aucun modèle à ce moment-là. Ensuite, "-a" et "-b" excluront les PKS au-dessus de la limite que vous spécifiez, soit la limite supérieure, soit la limite inférieure. "-o", "-n" et "-cr" incluent les groupes OH aliphatiques, les amides où effectue la protonation du carbone sur la molécule. Cela affecterait donc la sortie des pKa des composés. "-k", nombre de groupes ionisables. C'est une bonne option à utiliser car le calcul prend plus de temps, plus vous avez de groupes ionisables. Si vous en avez plus de 12, il peut être préférable de les traiter dans une commande séparée. Donc, vous pourriez vouloir spécifier "-k12". Et ensuite, si quelque chose a plus de 12 groupes ionisables, il le sautera. Ainsi, cela permettra à la commande de s'exécuter plus rapidement, après quoi vous pourrez déterminer lesquels ont été ignorés, puis revenir en arrière et les traiter séparément.
Le -H que nous avons déjà vu sert essentiellement d'aide et permet de spécifier et d'afficher ce que nous examinons ici. -R passera en revue les risques et appliquera une pénalité. Donc, c'est la pénalité. La valeur par défaut est 0,5. L'option -X est quelque chose que je n'utilise pas très souvent, mais si vous la spécifiez, alors si la prédiction est hors du champ d'application, il mettra simplement un tilde à la place de la prédiction réelle. Le -I, je l'utilise beaucoup. Et ce que cela fera, c'est que cela créera un fichier OTS et un fichier UNC. Le fichier OTS est un fichier hors du champ d'application et il listera donc chaque modèle et chaque composé. Et puis, s'il y a un 1 dans cette colonne, cela indique que la prédiction était hors du champ d'application pour ce modèle particulier. Ensuite, les valeurs UNC afficheront les estimations d'incertitude pour les modèles de régression et les placeront dans un fichier séparé avec le suffixe .unc. Pour cette prochaine option, BUBOS, je vais montrer quelques exemples. Donc, il s'agit d'un workflow et cela affecte la sortie. Ainsi, vous pouvez spécifier que la sortie est destinée soit à un chimiste médicinal, un chimiste physicien, un chimiste informaticien ou un chimiste computationnel. Chimiste. Je vais montrer quelques exemples de la façon dont ces sorties diffèrent. Je vais utiliser l'Hyperman comme exemple pour montrer les différences dans la sortie du workflow. Regardons d'abord l'affichage PKA MicroSafe de l'Hyperman. Je vais donc sélectionner le composé dans l'interface graphique, puis cliquer sur le PKA. Et vous verrez ici dans le texte qu'il y a deux atomes basiques, les atomes 1 et 5. Nous pouvons activer la numérotation des atomes et voir qu'il s'agit de cet azote tertiaire et l'atome 5 est cet azote anilino. Ensuite, vous pouvez voir le macro-état, la charge plus 2, où les deux atomes sont protonés, ce qui se produit ou a un pKa de 2,0. Ensuite, lorsque le pH augmente, un des protons se détache et il se détacherait de l'anilino, azote. Notez maintenant qu'il existe deux groupes ionisables, ce qui générerait généralement 4 microétats. Donc, celui qui manque ici est celui-ci déprotoné et celui-ci protoné. Et la raison pour laquelle cela n'est pas indiqué est que cela se produit dans moins de 1% des cas. Évidemment, celui-ci est à 100%. Il ne peut donc y avoir rien d'autre. Mais si je désactivais cela pour afficher 0 ou ceux à 0%, vous verriez ceci. Groupe chargé positivement ici. Et puis, au-dessus d'un pKa de 9, le microétat neutre est prédominant. Nous pouvons examiner certains graphiques des distributions des microétats ici, et nous pouvons également regarder les affinités moyennes pour un seul proton ou les pKa 50. Celui-ci ici est autour de 9,02. Donc, les pK 50 sont très similaires aux pK 50. Le pKa indique qu'ils n'interagissent pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de mélange des micro-états à cet endroit. Passons maintenant à l'examen des résultats en utilisant les différents workflows. D'accord, donc la commande que j'utiliserai ici est ap12tsmiwmc et ensuite le fichier d'entrée est mcsmi qui contient simplement la structure. Le fichier de sortie ici va s'appeler mc_admin_2d.sdf. Et je le lis simplement. Alors, regardons ce fichier. Nous n'avons qu'un seul enregistrement. Il sera dans son état neutre. Ensuite, nous avons le code SMILES, le pKa le plus élevé, qui serait 9,4. Ce serait l'atome sortant. L'azote, et c'est l'atome numéro 1, et son pKa 50. C'est le même que le pKa. De même, pour l'azote anilino, il a un pKa de 2,08. C'est l'atome numéro 5 et son pKa 50 est à peu près le même. L'état de charge prédominant est positivement chargé. Donc, cela signifie simplement qu'à un pH de 7,4, 97,7% se trouve dans cet état.
De plus, cet état numéro 4 correspond à une charge positive. Cela a réussi, puis il liste les pKa acides dont il n'y en a aucun, pas de pKa 50. Il n'y a pas d'atome acide dans la molécule. Et ensuite, pour les pK 50 basiques, il liste le pK 50, le numéro de l'atome associé à ce pK 50, puis l'autre pK. Donc, si nous lisons ce fichier de sortie dans AddMap Predictor, vous verrez simplement la molécule ainsi que tous les attributs dont je viens de parler. Très bien, maintenant revenons en arrière et voyons quelle est la prochaine option pour les workflows. Et il s'agit du chimiste physicien. Ici, nous avons donc plusieurs enregistrements par molécule et chaque enregistrement correspond à la structure de l'espèce ionisable, les états macro ainsi que leur PIGI. Le pKa prédit l'état de charge globale et la prévalence du microétat dans la sortie du PC AddMap Predictor. Ici, vous verrez qu'il y a un enregistrement, 2 enregistrements, 3 enregistrements, puis nous verrons l'état de charge globale, la prévalence du microétat. Et si cela fonctionne, donc encore une fois, si nous lisons cela dans Add That Predictor, nous obtenons 3 molécules. Voici donc les 3 microétats listés dans l'affichage microspace que j'ai montré dans l'interface graphique, puis le pourcentage de chacun à ce pH particulier, ainsi que le microétat pKa. Donc ici, c'est le 9,04 et là, c'est le 2,08. Passons maintenant au chimio-informaticien. Ici, il s'agit simplement de la structure de la molécule neutre. C'est l'état de prévalence de la charge et l'état de charge prédominant. Ici, il va donc simplement générer un seul enregistrement et regarder la sortie du chimio-informaticien ici. Donc, une seule molécule, elle est présente à 97,7% à pH 7,4. Et c'est la molécule chargée positivement, puis l'état de charge, etc. Et enfin, la dernière option est le chimiste computationnel. Et c'est intéressant car cela ne produit plusieurs enregistrements par sortie que si nécessaire, mais vous pouvez spécifier le pH et ensuite afficher simplement l'espèce prédominante à ce pH. Donc, par défaut, laissez-moi vous montrer quels sont les paramètres par défaut. Si vous affichez cela, donc c'est le CompChem et il génère 2 molécules, l'une avec l'azote alkyle protoné et l'autre à l'état neutre. Et cela parce que les deux sont présentes à pH 7,0. Donc, laissez-moi revenir à cet affichage des microétats que je montrais tout à l'heure. Si on revient ici sur les microétats et qu'on essaye de s'approcher le plus possible de 7,4, donc, voyez, quand je déplace le curseur ici, cette fenêtre change là-haut. Et donc, si vous voyez, je veux me rapprocher autant que possible de 7,4. Puis je double-clique et cela affiche la fraction ionisée. Donc 97,9 et 2,1. Et c'est, vous savez, assez proche de ces valeurs. Je n'étais pas tout à fait sur 7,4 et c'est ce qui explique la petite différence ici. Dans cet exemple final pour le flux de travail, je voulais insister sur l'option "-S". L'option "-S" permet d'ignorer les microétats dont la contribution est inférieure à ce pourcentage. Donc, si vous indiquez 50%, tous les microétats qui ne dépassent pas 50% ne seront pas affichés. Donc, en réalité, vous affichez le microétat prédominant pour les composés. Et ensuite, vous pouvez utiliser la sortie, par exemple, pour l'importer. Peut-être dans un programme de docking afin d'obtenir le composé sous la bonne forme d'ionisation pour le programme de docking.